à tous, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Avenir ADB. Bonjour Camille. Bonjour Jérôme. Comment ça va ? En pleine forme. En pleine forme. Bonjour Christophe. Lui, on lui demande pas parce qu'il est toujours en pleine Bonjour forme. Jérôme. Je pète toujours le feu, c'est bien. Il pète toujours le feu. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler, vous, agent immobilier, puisque c'est ça qui est important. On a décidé de vous parler du contentieux parce que dans vos métiers respectifs, que ce soit le syndic, l'administration de biens, il y a du contentieux. À un moment donné, il faut intervenir. Pourquoi ? Parce que notamment Christophe, en syndic, on peut avoir des problèmes de règlement de charges, on peut avoir des problèmes de règlement de loyer en administration de biens. Donc c'est important parce qu'il y a des procédures qu'il ne faut pas rater. Et on verra aussi que il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, notamment toi Camille, que tu as mis en place avec les huissiers, qui est un avant, on va dire, un avant contentieux, mais qui est le début du contentieux, pour régler les problèmes. Alors, est-ce que, ça c'est ma première question, est-ce qu'on rencontre souvent des problèmes qui nécessitent de mettre le dossier au contentieux, Camille ? Des problèmes, on en rencontre tous les jours. Des vrais contentieux, on est de l'ordre de 2-3% en fait, sur le loyer impayé. Donc on va se dire c'est pas grand-chose. Par contre, quand on y est confronté, ça fait mal. Donc l'idée c'est d'agir en amont. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Quand on est en contentieux, quelque part, c'est déjà trop tard. En tout cas pour le propriétaire bailleur, même si aujourd'hui on a des solutions en garantie loyer impayé pour au moins assurer que le propriétaire bailleur puisse toucher ses loyers. Mais c'est trop tard, pourquoi ? Parce que l'objectif quand même c'est de trouver des solutions à l'amiable, mais aussi dans l'intérêt du locataire, parce qu'on le sait malheureusement dans le comportement humain, quand on commence à avoir des difficultés, soit dans un premier temps on a envie de s'en sortir, et puis très rapidement on peut se retrouver dans un comportement où on fait un petit peu l'autruche. Donc l'idée c'est pas d'en arriver là, et c'est de trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde, l'intérêt du propriétaire bailleur bien sûr, mais aussi dans le locataire qu'on va accompagner pour trouver des solutions pour qu'il puisse s'en sortir. Et voilà. Donc, alors par contre, parce que vous êtes conseil, quand on parle comment dit-on, d'ADB, de gestion, vous êtes conseil du propriétaire, donc il faut que ça tourne. Alors on verra qu'il y a des étapes. On va parler d'un pré-contentieux. On verra que de toute manière, il y a des étapes à ne pas rater. Oui, il y a des étapes à ne pas rater. On ne le dit jamais assez, mais l'administrateur de biens a un rôle de médiateur. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. Ça fait partie de nos missions et on doit être en capacité de l'appréhender et de trouver des solutions. Alors, Christophe, en syndic, c'est presque pareil tout en étant différent, évidemment, mais le contentieux ou le pré-contentieux, vous le mettez en place de temps en temps parce qu'il y a des gens qui ne payent pas les charges ou autre. De toute manière, en copropriété, pour être tout à fait précis, il est indispensable de relancer les copropriétaires défaillants assez rapidement dès lors qu'on constate la défaillance. Parce que sinon, en fait, on va laisser traîner les choses et au final, le laxisme n'aboutit qu'à des situations problématiques pour la copropriété. Donc, en fait, on a des processus qui sont extrêmement stricts. Et d'ailleurs, en fait, généralement, à partir de la première relance, alors on fait souvent des relances simples, automatisées avec nos outils. Et ensuite, derrière, il y a tout ce qui est enclenché en termes de mise en demeure, mise en demeure 1, mise en demeure 2, commandement de payer par un huissier, et puis ensuite, derrière, on lance le dossier procédure. La réalité, c'est que très rapidement, on va voir de toute façon le copropriétaire défaillant accidentel qui, lui, va essayer de faire un effort et qui va essayer de mettre en place un échéancier. Et puis, on a le copropriétaire défaillant chronique. Alors, celui-là, de toute façon, on sait qu'on va aller jusqu'au bout, on va aller en procédure avec lui. Donc, là, encore hier, je lisais un post sur LinkedIn de l'ARC qui condamnait les syndics de copropriété qui prenaient des honoraires honteux sur les mises en demeure. Il ne s'agit pas de capter du chiffre d'affaires. Bien entendu, c'est un travail qui doit être rémunéré à sa juste valeur parce qu'il y a un service contentieux généralement qui est derrière. Et il faut bien quand même qu'on rémunère ces collaborateurs-là. Comme je l'indiquais, j'ai répondu sur le post de l'ARC en disant que l'esclavage a été aboli en 1848. Donc il est quand même nécessaire de le rappeler à l'ARC. Le principe même, c'est que derrière, il faut aussi que ces honoraires
ou que ce coût de la mise en demeure ait une dimension coercitive. Parce que si on fait quelque chose qui va être faiblement taxé, on va dire, typiquement, les copropriétaires vont considérer que c'est du crédit conso gratuit. L'objectif, c'est justement de faire en sorte que ce soit coercitif, de manière à stimuler la nécessité de payer assez rapidement. Et c'est vrai que de toute façon, comme les copropriétaires sont relancés en amont, en simple, via nos outils informatiques, la mise en demeure, elle est vraiment déjà, elle arrive déjà 3 mois à 4 mois après les premières relances et le premier appel de fonds. Donc il faut quand même un petit peu nuancer les propos de certains comme l'ARC qui sont complètement en dehors de la réalité de ce point de vue-là. Alors, que ça soit un syndic, que ça soit une administration de biens, gestion, il y a des étapes à ne pas rater parce que, à un moment donné, la justice, qui en finale de ce contentieux va prendre des décisions. Si vous, conseil des propriétaires, conseil des bailleurs, si vous avez raté une étape, forcément derrière, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Donc, quelles sont les étapes ? On prend l'administration de biens. En gros, quelqu'un qui ne paye pas son loyer, Camille, qu'est-ce qu'on fait ? Plusieurs choses dans cette question. C'est qu'en fait, la véritable étape, c'est surtout quand on a une garantie loyer impayé. Parce que si on ne veut pas avoir une défaillance de la garantie, nous, l'administrateur de biens, on doit être en mesure de prouver qu'on a fait les relances en temps et heure pour qu'il y ait une logique sur la prise en charge du contentieux. Alors, la première relance, c'est quoi ? C'est 15 jours ? Oui, en fait, on considère psychologiquement qu'à partir du 10 du mois, le locataire qui n'a pas réglé son loyer, il est déjà en retard. Voilà. Donc la démarche, elle est la suivante, c'est que un mois, le locataire, il a le mois pour régler son loyer, même si on considère qu'il doit le régler en début de mois. On parle de loyer à terme à échoir. Hein. Oui, tout à fait. Donc en fait, il va recevoir sa première relance le début du mois prochain s'il n'a pas réglé son loyer dans le mois en cours. Voilà. C'est une relance simple avec lettre recommandée. On verra après le précontentieux qu'on peut mettre en place. Exactement. Avec vous. La même chose que dans le syndic, on a aujourd'hui des outils professionnels qui nous font... On a les relances classiques, relance 1, relance 2, ensuite recommandée, ensuite mise en demeure, et après mise en demeure, bien évidemment, commandement de payer, ensuite assignation, etc. Donc, nos outils nous permettent de le faire. Les administrateurs de biens, normalement, savent le faire en interne, mais on sait aujourd'hui, malheureusement, que ça ne suffit pas. Voilà. Donc, pour ça, nous, on a fait un choix parce que c'est notre stratégie au sein de notre cabinet, mais nous, on a fait le choix de bien évidemment, d'avoir cette chaîne logique, parce qu'il faut pouvoir la faire et elle fait partie de nos missions, mais on l'a couplée à une solution amiable avec une plateforme de recouvrement, huissier de justice, qui vont être en capacité d'agir et de répondre en notre nom en disant voilà, monsieur, madame le locataire, vous n'avez pas réglé votre loyer, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'accord, on va faire intervenir. Donc, ce que vous avez, c'est une application qui vous permet de lancer automatiquement, mais on va y revenir. Oui. Alors, on a huissier, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors, au-delà de l'application, on a été beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix d'avoir un raccourcissement de la chaîne, en fait, dans les process, dans le sens où le temps qu'on contacte l'huissier, qu'on lui demande d'agir, il va falloir lui envoyer la copie du bail, il va falloir lui envoyer le décompte des loyers impayés, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est encore mieux que ça. On l'a donné directement accès à notre logiciel de gestion dans lequel on ouvre les dossiers pour qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des informations. Voilà. Donc on va y revenir dans le détail parce que ça c'est très intéressant. Sur le syndic, Christophe, sur le syndic, on a les mêmes délais à respecter, on part au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors non, on est quand même un peu sur des laps de temps qui sont un petit peu plus étalés dans le temps, dans le temps tout simplement parce que on est sur des appels de fonds trimestriels et en fait on raisonne en mode trimestriel. Alors qu'en loyer on raisonne en mode mensuel. Donc déjà ça allonge un petit peu les délais. Après, ce qui est important, c'est qu'en revanche, il faut vraiment suivre le sujet en fait de la défaillance des copropriétaires, parce qu'on s'est rendu compte, moi par exemple à titre personnel, en 2010, on avait été un petit peu trop laxiste sur le sujet dans le cabinet que nous avions. Et en fait, on s'était rendu compte que globalement, les gens étaient habitués à ne payer quand ils avaient le temps de payer. Donc, en gros, il y a aussi de la pédagogie qui est rendue nécessaire. À partir du moment où on va commencer à relancer de façon
systématique, les gens vont quand même être un peu plus habitués à payer dans les temps. Et surtout, ce qui est important pour qu'on ait des taux de transformation qui soient les plus importants, c'est là aussi leur faciliter le traitement de l'information. C'est-à-dire que typiquement, envoyer un courrier recommandé ou un courrier simple en format papier, en fait, on va le mettre sur le bahut ou sur le buffet à l'entrée dans l'entrée, mais c'est pas pour autant qu'on va le traiter. Alors que si on envoie la relance simple par SMS, par email, avec un token, avec un bouton qui permet d'arriver directement sur sa zone, sur son espace client et avec la possibilité de payer en ligne, bah forcément, en fait, on a simplifié au maximum le process. Et à partir de là, on a des taux de transformation qui sont bien meilleurs. Donc, ce qui est important, c'est la pédagogie et la simplification de l'action de payer. On rappelle que, alors, en syndic, quand on ne paye pas, c'est pour la globalité de la copropriété qu'on peut rencontrer des problèmes derrière. Ouais. Une question, tiens, puisqu'on parlait, Camille parlait tout à l'heure d'assurance de loyer impayé. Est-ce qu'il existe une assurance pour les copropriétaires défaillants ? Alors ça existe. Il y a certaines assurances qui intègrent un volet charge de copropriété. Après, elles sont quand même relativement difficiles à mettre en œuvre. Et moi, je pense que de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est que si on a des processus qui sont quand même bien huilés, on n'a pas vocation à aller solliciter les avances de trésorerie qui sont permises par ce type d'assurance. Parce que ce n'est que de l'avance de trésorerie, parce qu'après, derrière, on va faire les démarches pour aller récupérer les fonds auprès des copropriétaires défaillants. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est que nous, on a des approches de masse. Quand on est syndic de copropriété, on raisonne sur une copropriété dans sa globalité, mais également sur un portefeuille dans sa globalité. Et ce qui fait que derrière, on voit bien que sur une copropriété, de toute façon, enfin, sauf si on est sur des copropriétés de 2, 3 ou 4 logements, mais globalement, on a toujours un effet de mutualisation qui fait que la gestion de trésorerie est quand même permise dans de bonnes conditions. Et je pense que ces assurances-là, on peut s'en affranchir parce que là, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre en réalité. Alors, Camille, on parlait tout à l'heure de pré-contentieux, je ne sais pas comment vous l'appelez, du coup avec une application où on va rentrer dans le détail, qui permet donc d'envoyer, quel que soit l'endroit où se trouve le locataire défaillant, un huissier en pré-approche, on va dire. L'huissier, il a sa stature d'huissier qui fait que c'est un homme de loi. Donc, est-ce que du coup, depuis que vous avez mis en place ça, est-ce que vous avez de meilleurs résultats dans les défaillances des locataires ? Oui, alors pour rentrer dans le détail, en fait, l'amiable est fait par une plateforme qui est spécialisée donc, au sein d'une étude huissier pilote. Après, pour toutes les actions, cette étude, en fait, pilote chez nous, elle est rattachée au plus gros réseau d'huissiers de France qui nous permet d'agir sur toute la France. Voilà. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver au début d'un éventuel contentieux, c'est-à-dire que pour pouvoir trouver des solutions, et on parlait de plan d'appurement tout à l'heure, c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'accompagner le locataire dans une démarche du coup de pouvoir rembourser les loyers en retard, de trouver des solutions. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que on parle d'impayé, d'accord, mais l'objectif, c'est bien évidemment que le locataire paye. Mais si on rentre dans un contentieux beaucoup plus important, c'est surtout de sortir le locataire. Et là, on va avoir une démarche qui va être du coup double, parce qu'on a cette problématique de recouvrement, mais on va avoir aussi une démarche sociale. Et donc, l'huissier, lui, va agir sur la partie du coup recouvrement, parce que c'est sa spécialité. Nous, on est en capacité de faire des relances classiques, etc. Mais c'est de se dire à un moment donné, chacun son métier. L'huissier, il a une posture qui, comme tu le disais très justement, qui quelque part impressionne et fait un petit peu peur, et heureusement. Et nous, on va pouvoir garder la démarche sociale. Donc ça va être bien évidemment d'aller contacter les services sociaux le cas échéant, trouver des solutions avec le locataire pour l'accompagner vers la sortie, ou en tout cas d'avoir une prise de conscience, de dire madame, monsieur, vous vous rendez compte, vous avez du mal à régler votre loyer, est-ce que c'est passager ? Est-ce que au contraire votre loyer n'est peut-être pas trop cher par rapport à vos capacités ? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être vous accompagner sur un logement plus petit dans lequel vous pouvez vous y retrouver, etc. Et là, on garde, en fait, on fait un découpage des tâches. L'huissier garde sa casquette de recouvrement, donc amiable dans un premier temps, et nous, on va garder ce côté social et accompagnement et garder du lien, parce que on se rend compte, en fait, dans la chaîne que on commence à avoir des difficultés quand on perd ce lien avec ce locataire. C'est-à-dire que quand le locataire commence à plus nous répondre, c'est pas très bon en général. Oui, donc voilà. Il faut effectivement garder
garder ce lien dans les deux cas, soit le locataire, soit le propriétaire, le copropriétaire. Vous me confirmez que dans les deux cas, dans les deux métiers, plus vite on démarre ce contentieux ou ce précontentieux, mieux c'est. Oui, tout à fait. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'aller au contentieux. Donc, plus on agit à la source, plus on arrête l'hémorragie. Parce que le contentieux dans les deux cas, c'est 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans de procédure. Ouais, et même si on va au bout, on n'est pas sûr de gagner. Exactement. Et puis, alors, on le dit jamais assez aussi, mais j'ai discuté récemment avec un avocat spécialisé en immobilier. On a la difficulté aujourd'hui. On a la difficulté aujourd'hui d'avoir des procédures avec les annulations de dettes auprès des locataires. Donc c'est un vrai sujet. Hein, c'est-à-dire que si on peut, il y a quand même une facilité de pouvoir, en tout cas pour certains locataires, de se mettre en dossier de surendettement. Je vais chercher mes mots. Et en effet, ces dossiers de surendettement, c'est un vrai fléau pour le propriétaire bailleur. Donc, plus on va agir en amont, plus on va être sûr de pouvoir trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde. Alors, un jour, tu avais quelque chose à rajouter, Non, très rapidement, sur la copropriété, de toute façon, il faut toujours éviter au maximum le volet procédure, parce que de toute façon, quand on assigne quelqu'un, par exemple, quand on est sur Paris, avant, c'était déjà une assignation, ça prenait 9 mois entre le moment où on lançait l'assignation et le moment où on avait la première audience. Avec le déménagement au palais de justice Batignolles, c'était plutôt maintenant aux alentours de 13 mois. Et on n'en est qu'à la première audience. Donc, en fait, au final, on est sur des dossiers qui peuvent prendre 2 ans. Donc, il faut vraiment absolument s'affranchir de cette dimension-là. Après, la réalité, c'est que de toute façon, il y a des cas où nous n'avons pas le choix. Donc il est indispensable d'aller jusqu'au bout. Alors par contre, ça n'existe pas un syndic, mais ça existe en administration de biens. Un jour, peut-être qu'on les fera venir. Il y a des startups qui existent, évidemment, des startups dans notre métier. Il y en a qui, alors on va dire, qui ne fichent pas les mauvais payeurs, hein, mais qui va donner peut-être une notation à un dossier qui permettra de pas forcément prendre le locataire si on sait qu'il a déjà été en amont sur d'autres. Alors il faut faire vraiment attention à tous ces listings. Le RGPD veille, on n'a pas le droit d'avoir des listings de noms, mais on est à un moment donné. Sur des startups, on les a vus au Rent, on est en mesure de voir s'il y a quelqu'un qui a déjà été mauvais payeur quelque part, etc. Alors on ne peut rien faire sur le syndic, parce que le gars il achète, hein, le copropriétaire, on ne peut pas l'empêcher d'acheter. Ouais. Par contre, sur un locataire, mais on y reviendra un jour peut-être, hein, c'est assez intéressant de voir toutes ces startups qui arrivent et qui viennent aider. Hein. Le but, c'est toujours d'aider. C'est d'ailleurs notre but, c'est d'aider les administrateurs de biens en faisant un podcast et les syndics professionnels de dire tiens, voilà, nous on rencontre des choses comme ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous nous les envoyez à venir ADB. Christophe, il y a une adresse mail pour poser les questions. Oui, il faut qu'on la crée. Elle n'est pas créée, mais oui, on va la créer. Il y a un formulaire sur le site. On est prêt sur ces podcasts à venir directement vous renseigner, vous nous posez des questions et puis le mois suivant on essaye de vous répondre. Voilà, quelque chose à rajouter, Camille, Christophe? Non, c'est parfait. C'est un sujet, c'est sûr, qui n'est pas forcément très croustillant comme ça, mais par contre, c'est essentiel dans nos métiers et il faut le faire savoir. Voilà. La gestion du pognon. La gestion du pognon, voilà, c'est la conclusion. Elle est belle. Merci Christophe. Hein. À bientôt.